J'ai raté quelque chose. Ah, t'as tout raté. Je te jure, t'as tout raté. T'as raté la danse des canards, tout. On a twerké. On a twerké comme il se devait. J'essaie de retrouver mon souffle. C'est dur. On va faire une pause. Attendez, je vous reprends normalement. Essayez de pas trop me mater, hein. Je vous fais confiance. Je devrais pas, mais j'ai mes petits repères et tout. T'inquiète. Maintenant, parlez pas avec moi, s'il vous plaît. Parlez pas avec moi. Je suis dans le top, je sais pas quoi. Je fais tout toute seule en termes d'organisation, de paramétrage. Ayez confiance. En maths de ouf, faut pas nous faire confiance. As you should. Parce que du coup, comme on a eu le trophée et tout, dans le mail, il y avait écrit « Ouais, vous pouvez faire votre merch et tout. » Et j'ai trop envie de faire un merch avec... Mais tu sais quoi? Mettez-moi... Je vais faire un Discord, je vais faire une catégorie pour le merch. J'ai trop envie de faire genre des t-shirts et tout, des pulls, ou genre on met, je sais pas, la team, Pipos, allez vous faire foutre les masculins. Tu sais, de tout ce qu'on dit en live et tout, qu'on les mette sur sur des t-shirts et tout, je trouverais ça trop drôle. Les pipettes. T-shirt Robert Badinter. Putain, je vais y arriver ou pas? Ce mec, je veux pas retenir son nom. Je vais mettre Robert, pour pas oublier, Badinter. Chimtana, j'adore. Attendez, je vais me régaler en faisant ça, vraiment. Pipa Girls, j'aime bien. Pipa Boy, fatigué. J'ai pas la ref à Badinter. En fait, c'était pendant le procès Pellico. Un des avocats avait fait une référence à Badinter. Et genre, moi, je savais pas qui c'était. Parce que c'est pas ma génération, tu vois. Normal. Du coup, en fait, il y a plein de gens qui étaient là, mais comment ça, tu le connais pas et tout. Et en fait, ça les avait choqués. C'était là, ouais, tu manques de culture, tu manques de ci, tu manques de ça. Et il y a une personne, genre, sous mes commentaires YouTube, là, juste récemment, là, sous une vidéo de P. Diddy, elle disait, tu connais je sais pas quoi de P. Diddy, mais elle connaît pas Badinter. Genre, elle est restée sur le fait que je connais pas Badinter, bordel de cul. Un t-shirt misandre. Allez, chica pipa. J'adore. Là, on est en brainstorming, les amis. Je me rappelle de cette personne, Hate Watchers. De ouf. Patriacram. J'adore. Quelqu'un peut me dire qui est Badinter? C'est un homme politique français, mais il y a quelques années, quoi. Les filles les plus belles. Oh putain, ça c'est une trop bonne idée de le mettre sur un t-shirt. Les garçons à la poubelle. La folle du bus. Mais vous êtes trop chaud en fait. Mais vous êtes trop chaud. Mais en fait, c'est toutes nos rêves. On en est où du procès? J'arrive maintenant. T'inquiète, on n'a pas commencé. On est en train de faire un brainstorming pour faire du merch. Le merch de notre live. C'est bon, c'est pas mal. De toute façon, vous l'avez sur le Discord. C'est la catégorie merch. Et dès que vous avez des idées, vous les mettez. Hein. Pipa Queen. Allez, je le mets juste parce que vous me saucez et que j'adore ça. Oh, sorcière et fière. Ouh, nice. Je parle beaucoup, je sais que je parle beaucoup. Je sais que vous êtes là pour ça aussi, mais je sais qu'il faut savoir doser. Alors les amis, nous allons commencer. Le 7e jour du procès de P. Diddy. Vous avez vu déjà, l'intonation a changé. Je prends mon ton journalistique. Attendez juste, je fais un check très rapide. Ah oui. Je suis la caméraman, je suis l'ingé son, je suis l'animatrice et je suis la maquilleuse. Et je suis la journaliste. Je fais tout ici. Et vous faites le show aussi. Je dois l'avouer, vous me faites rire. Vous me faites rire pour qu'on puisse continuer. C'est vous le moteur. Non, moi je suis le moteur, vous êtes l'essence. Ou le gasoil. Dans 20-30 ans, il n'y en aura plus. C'est parti. James est le premier assistant de Combs à témoigner lors de son procès pour racket et trafic sexuel. L'accusation a affirmé que Combs dirigeait une entreprise criminelle de racket dans laquelle lui et certains de ses proches forcer les femmes à participer à des spectacles sexuels sous l'emprise de la drogue qu'il appelle freak-offs. James avait déclaré qu'il était avec Diddy tous les jours où il travaillait et qu'il voyageait avec lui à travers le monde. Il a aussi témoigné que les agents de sécurité de P. Diddy lui disaient souvent de rester dans sa voie, surtout s'il posait trop de questions. James a déclaré se souvenir d'une conversation avec Cassie où elle avait dit « Ce mode de vie est dingue ». Il a acquiescé et lui a suggéré de partir. « Je ne peux pas partir », lui avait répondu Cassie, on s'en rappelle. Elle lui avait confié que P. Diddy contrôlait sa carrière musicale, payait son appartement et lui versait une allocation. Ok, on dirait la sœur jumelle de Cassie. Qui ça, moi? Non, là par contre vous abusez. Kimka, je veux bien, mais Cassie, là vous allez trop loin. Cassie, elle a vraiment un visage... je sais pas, il est hors galaxie, c'est un truc de ouf. Du coup, Kerry Morgan, la meilleure amie de Cassie, a témoigné qu'elle était donc la meilleure amie de Cassie depuis 17 ans, mais qu'aujourd'hui, ils ne se parlaient plus. Précisons plus tard que... ok, ça on s'en fout en vrai. On l'a déjà vu hier. On a vu le témoignage de Don Richard aussi. Okay. Ah, c'était le récapitulatif, excusez-moi. Le juge Arun Subramanian siège actuellement. Le jury devrait se réunir à 9h. Les procureurs et les avocats de la défense débattent du prochain témoignage de David James, qui continuera le témoignage ce matin, et de la mère de Cassie Ventura, Regina Ventura, qui devrait témoigner plus tard dans la journée. Attendez, j'attends qu'il passe. Nicole Scherzinger. Je l'aime trop.
Je l'aime trop, merci, c'est un bête de compliment. P. Diddy est vraiment fou, pourtant musicalement, c'était un très bon artiste comme quoi. Ah mais bah, ça, on peut pas le nier hein, que c'était un bon artiste. Hein. Vraiment pas. Hein. De toute façon, il serait pas, ça aurait pas été un mania comme ça du hip-hop. Enfin, il s'est pas monté s'il était pas talentueux. Mais bon, oui, là, on ne juge pas P. Diddy, mais on juge l'homme. T'as un air de Cassie. Non, vous abusez, vous abusez. Un coucou d'une abonnée qui regarde que les rediffusions, merci. Je suis jamais sur les lives. Mais reste. J'ai une période Didi. Non, mais en vrai, non, mais ne soyez pas dégoûtés. Oh putain, je suis en zoom depuis tout à l'heure, vous m'avez même pas dit. Ne soyez pas dégoûtés d'avoir apprécié la musique de P. Diddy, parce que il était vraiment talentueux. On peut pas lui enlever le fait qu'il a fait de la bonne musique. Après aussi, il faut vous dire que P. Diddy, c'est pas que P. Diddy. Bad Boy Records, c'est pas que lui. Il y a des gens dans l'ombre qui font que ça fonctionne bien aussi. Regardez, là, il y a des assistants qui vont témoigner. Tous ces gens, ils comptent aussi. Et on va pas réduire le travail de toutes ces personnes parce que lui, c'est un fou furieux qui a complètement, comment dire, abusé de son pouvoir, si je puis dire. Il y a encore des gens qui écoutent Coming Home et I Need a Girl. Je vois même pas c'est quel titre. Par contre, tu vois, avec Nicole Scherzinger, Come to Me, j'aimais beaucoup, je me rappelle à l'époque. Come to me, I can be all you need, oh baby. Ça, j'adorais. Clairement, c'est un système comme Arthur ou Apprendre ou à laisser. Ah oui, dans Apprendre ou à laisser, oui. Bah, en fait, tu vois, c'est ça qui m'attriste aussi, c'est que des fois, on oublie toutes ces personnes qui ont fait que ce soit possible. Alors lui, c'est la tête d'affiche, oui, mais il y a toutes ces personnes aussi, comme là, on va le voir, l'assistante P. Diddy qui a fait que, en fait, son empire en est un, et que c'est pas que son empire. Last Night aussi, ouais, Last Night, je vois c'est laquelle. Il faut jamais trop idolâtrer. Non, idolâtrer jamais. Moi, j'idolâtre personne, hein. Vraiment personne. Hein. Moi, peut-être. Mais non, mais même moi, tu vois, même moi, des fois, je me dis, quand je repense à ma moi d'avant, tu vois, je me dis, bah, tu vois, genre, je vous l'aurais sûrement pas présenté, tu vois. Donc oui, c'est l'idolâtrie, non. Le fait d'avoir des idoles, c'est pas forcément bon. C'est pour ça qu'il faut jamais donner une carte joker aux gens. Mais son art, entre guillemets, le fait qu'on l'ait apprécié, ça veut pas dire que nous, on n'a rien vu ou je sais pas quoi. Non, c'est juste qu'on a apprécié son art, c'est tout. Allez les amis, on continue. Putain, on s'est arrêté au bout d'une minute. Du coup, Regina Ventura, donc qui devrait témoigner plus tard dans la journée, les procureurs soutiennent que Regina Ventura peut témoigner qu'en décembre 2011, Sean Diddy Combs lui a demandé de lui verser 20 000 $ pour l'argent qu'il avait dépensé pour sa fille. Quoi? Excuse me. P. Diddy, il a appelé la maman de Cassie et lui dit, s'il te plaît, tu peux me rembourser 20 000 $ parce que j'ai dépensé de l'argent pour ta fille. Ah ben elle est belle, c'est bien le millionnaire. Pardon? Après avoir appris qu'elle entretenait une relation avec Kid Cudi. Ah putain. Cette demande d'argent est intervenue quelques jours après que P. Diddy aurait menacé Cassie et Kid Cudi de diffuser des vidéos sexuellement explicites d'elle. Regina Ventura a contracté un prêt et a viré l'argent à Combs. Ça, tu peux pas mentir. Il y a la preuve. Mais c'est de la folie. Mais c'est pas de la folie. Attendez, Depuis le début de ce procès, on entend Cassie, mais elle était là pour l'argent, nanani, nanana. Au final, on apprend quoi? Il a demandé le remboursement des sommes à sa maman, à Cassie. Dinguerie, sa fille qui avait largement qui était largement exploitée entre-temps. Mais c'est... Comment nous énerver hein. C'est de la folie. Hein. Il a aucune honte, aucun scrupule. Franchement, il avait trop le seum. Il avait trop le seum. Du coup, elle a contracté un prêt. Le procureur affirme que les jurys devraient entendre des preuves qui, selon eux, témoignent du contrôle coercitif exercé par P. Diddy sur Cassie. La défense est opposée au témoignage affirmant qu'il serait préjudiciable à P. Diddy de souligner la disparité économique entre lui et la famille Ventura. L'avocat Mais quelle honte de demander 20 000 $ à une maman alors que t'es un putain de millionnaire, je sais pas si t'es milliardaire, mais pitié, mais quelle honte. En plus, il demande pas parce que, je sais pas, elle lui devrait. Non, c'est lui qui a dépensé pour elle, mais parce qu'il voulait dépenser pour elle. Et c'est juste qu'il a le seum qu'elle se soit mis avec Kid Cudi, quoi. Quelle enflure. L'avocat de la défense, Marc Anifilo, putain, j'aurais jamais contracté un prêt. Tu contractes un prêt pour rembourser un millionnaire. Mais d'où ça sort? A également souligné que P. Diddy avait restitué l'argent. Ah! Il l'a fait quand? Il l'a fait hier ou pas?
Le juge Haroun Sabramanian a déclaré qu'Annie Philiou pourrait s'opposer au témoignage lorsqu'il sera évoqué lors du témoignage de Régis. Oui, mais parce qu'après, il s'est remis avec elle. Parce que c'était quand? C'était en 2011. En 2011, elle a viré l'argent. Et ils se sont remis ensemble. La dernière fois qu'ils sont. Enfin, leur dernière rupture, c'était 2018. Donc, quand ils se sont remis ensemble, il a dit c'est bon, je vais pouvoir rendre l'argent à ta mère. Mais, et même, ça peut être de l'emprise financière. Parce que, imagine, toi, t'es là, tu sais que ta mère, elle a contracté un prêt de 20 000 $ pour rembourser ton ex, le fou, qui a appris que tu sortais avec un nouveau mec. Bah, tu vas vouloir te remettre avec lui et tu dis, allez, s'il te plaît, rends les sous. Toxic boy, mais c'est hyper toxique. C'est lunaire, complètement. Violence économique, voilà, j'ai dit quoi? J'ai dit emprise financière. Oui, oui. Je vous jure, c'est de la folie. Comme hier, il semble que le début des témoignages ce matin serait retardé car tous les jurés ne sont pas présents. 4 jurés ne sont pas encore là, a déclaré un adjoint au tribunal. Hier, la procédure a été retardée en raison du retard d'un juré. Quand le procès reprendra-t-il? David James, assistant de Sean Combs de 2007 à 2009, devrait reprendre son témoignage entamé hier. James est le premier des assistants de Combs à témoigner dans son procès pour racket et trafic sexuel et le 7e témoin cité par les procureurs jusqu'à présent. La sœur de Sean Combs est présente aujourd'hui au tribunal. Ses enfants et sa mère présents dans la salle d'audience les autres jours ne sont pas encore présents. P. Diddy portait un pull bleu chiné, une chemise blanche à col, un pantalon gris foncé. Il discute avec son avocat en attendant l'ouverture du procès. James est de retour à la barre. David James est de retour à la barre. Le jury est en train d'entrer en fonction. La procureure Christy Slavic poursuit son interrogatoire. David James a témoigné qu'il n'avait pas personnellement observé de violences physiques entre Cassie et P. Diddy, mais qu'il les avait entendus se disputer à propos de sa carrière plus d'une fois. Dans ces discussions, elle exprimait son désir de se lancer davantage dans le mannequinat et les métiers d'actrice, mais P. Diddy lui disait qu'elle devait se concentrer sur sa carrière musicale, a témoigné James. Pour rappel, James a travaillé pour P. Diddy au début de sa relation avec Cassie. Cassie avait témoigné avoir signé un contrat avec la société de Combs Bad Boy Records depuis 2006. Le couple a commencé à se fréquenter vers 2007 et s'est séparé en 2018. James a témoigné hier que Combs avait eu plusieurs petites amies lorsqu'il travaillait pour lui. Il a décrit Kim Porter, qui partage 3 enfants avec P. Diddy, comme sa principale petite amie, puis a cité 4 autres femmes, dont Cassie, qui était ses autres petites amies. Il se faisait pas chier. David James, un assistant. Donc l'assistant de P. Diddy a témoigné qu'il était sur l'ordinateur au domicile de P. Diddy une nuit, alors que P. Diddy était dans un club avec Cassie, une autre assistante et un agent de sécurité. Dès qu'il a franchi la porte, il s'est précipité sur moi, a consulté l'historique de recherche de l'ordinateur et a déclaré James. P. Diddy lui demande que quelqu'un avait écrit un article de blog mensonger sur son agression contre Cassie et il voulait savoir si James en était l'auteur, a témoigné l'ancien assistant. James a déclaré ne pas avoir vu Cassie ce soir-là, mais 2 jours plus tard, P. Diddy lui a demandé de lui apporter à manger dans un hôtel voisin. Lorsque James a apporté le repas dans sa chambre, il a été surpris de voir un des membres du personnel de P. Diddy ouvrir la porte plutôt que Cassie elle-même. Elle est restée à l'hôtel environ 1 semaine, a-t-il témoigné. David James, ancien assistant de P. Diddy, a témoigné qu'il préparait souvent des chambres d'hôtel à P. Diddy. Si P. Diddy séjournait à New York, son hôtel préféré était le Trump International. Tiens. James a indiqué qu'il préparait des vêtements pour Sean Combs avant son arrivée, notamment une trousse de toilette, une trousse à médicaments, de la nourriture et des boissons. Il a également indiqué... Attends, en plus, trousse de médicaments, on sait que maintenant, ça veut dire trousse de drogue, quoi. Il a également indiqué qu'il organisait une collecte d'une 40aine de produits, principalement des soins pour la peau. Putain, mais il avait un problème avec la peau, pour Combs dans la salle de bain de l'hôtel. Le sac de médicaments contenait généralement entre 25 et 30 flacons de pilules, dont de l'ecstasy et du Percocet. Je suis trop innocente, je ne sais pas ce que c'est. C'est ça, Percocet. Ok, c'est de l'oxycodone. Ok, est-ce qu'on sait si d'autres petites amies vont aussi témoigner? Je sais pas du tout. Salut Chocoline. Ok, du Percocet. Certains flacons n'étaient pas marqués, a-t-il ajouté. Donc c'était des flacons, tu savais même pas ce qu'il y avait dedans. Le service de sécurité de Sean Combs portait toujours sur lui le sac Louis Vuitton de Combs qui contenait des objets personnels et généralement 10 000 $ ou plus en espèces. James a déclaré qu'il réapprovisionnait souvent Sean Combs lors de ses déplacements. S'il réapprovisionnait en nourriture et en boissons, il les payait et se faisait rembourser par Bad Boy Entertainment. Lorsqu'il réapprovisionnait des articles personnels comme de l'huile pour bébé, des lubrifiants, et des préservatifs, James a précisé qu'il demandait à la sécurité d'être remboursé sur l'argent de P. Diddy. Lorsqu'on lui demande si P. Diddy restait seul lorsqu'il voyageait, il répond « Je ne pense pas que M. Combs soit jamais resté seul ». Lorsqu'il travaille pour Combs, James a déclaré que Cassie restait généralement avec lui, mais qu'il y avait aussi d'autres femmes.
David James, l'ancien assistant de Sean Combs, a témoigné que parfois, Combs lui demandait d'apporter certains objets, généralement un iPod ou de la nourriture, dans sa chambre d'hôtel pendant son séjour. Il a raconté un incident survenu à Miami en 2008, lorsque P. Diddy lui a demandé un iPod dans sa chambre d'hôtel. James a expliqué qu'il lui a fallu environ 1 heure pour y arriver et que lorsqu'il a frappé à la porte, personne n'avait répondu. Il entre dans la chambre avec sa propre clé et voit Cassie allongée sur le dos dans la chambre d'hôtel avec une couette blanche jusqu'au cou. Elle n'a pas bougé quand je suis entré dans la pièce, a-t-il témoigné. P. Diddy était sous la douche, a-t-il dit. James a précisé qu'il n'avait pas parlé de l'incident avec P. Diddy ni Cassie par la suite car ce n'était pas son rôle de discuter de leurs affaires personnelles. Donc James a témoigné avoir vu P. Diddy prendre de la drogue et la donner à ses amis à plusieurs reprises. James a fourni de la drogue aux amis ok, donc il faisait le passeur, quoi. Un individu surnommé One Stop apportait souvent de la drogue à P. Diddy, a déclaré James. James savait que P. Diddy prenait souvent du Percocet dans le cadre de ses activités et préférait prendre de l'ecstasy le soir, a-t-il ajouté. En fonction de l'heure de la journée, si c'est le matin, si c'est le soir, si c'est le jour, si c'est la nuit. L'oxy, quelle horreur cette drogue. Je connais pas du tout. Oxycodone, c'est un truc médical normalement, non? David James, l'ancien assistant de Sean Combs, détaille plusieurs occasions où il a déclaré avoir fourni de la drogue aux amis de Combs lors d'un voyage avec P. Diddy à Saint-Tropez. Un ami de P. Diddy a envoyé un SMS à James pour lui demander de se procurer de la cocaïne, a-t-il témoigné. James a déclaré avoir organisé la livraison de cocaïne pour l'ami de P. Diddy, mais que P. Diddy ne lui avait pas demandé. Il a affirmé avoir supposé qu'il devait le faire. À une autre occasion, lors d'une fête à Los Angeles, James se souvint que P. Diddy l'a renvoyé chez lui pour aller chercher de l'ecstasy pour un ami. James raconta qu'il était retourné chez P. Diddy pour récupérer donc l'ecstasy dans sa trousse de secours et de médicaments il avait rapporté à la fête. Il témoigne également que la disparition d'un bracelet Cartier appartenant à P. Diddy a poussé ses agents de sécurité à fouiller tous ses biens et même ceux de sa petite amie de l'époque. James a déclaré qu'il ne pouvait pas refuser la fouille. À 2 autres reprises, lorsque les biens de P. Diddy ont disparu, James a dû passer un test de détection de mensonges. Quoi? Administré par un homme qui prétendait avoir travaillé pour le FBI, a-t-il témoigné? C'était très intimidant, a-t-il dit. À chaque fois, les résultats de James n'ont révélé aucune anomalie. Quoi? Non mais pardon. Mais c'est hilarant. Le mec, P. Diddy a fait passer un test. Quoi? C'est pas possible. Un test de détection de mensonge. À son employé? À son assistant? Moi, je sais pas. Moi, vraiment, lui, je sais pas. Vraiment, je sais pas. C'est de la folie. Enfin, je veux dire, il était si toxique. Franchement, j'aurais été son employé. J'aurais tellement eu peur de lui, en vrai. Même là, j'aurais peur de témoigner et de dire ça. Hein. James a déclaré que l'un de ses agents de sécurité, James a déclaré que des agents de sécurité de Combs lui avait dit qu'un autre ancien employé, Capricorn Clark, avait également dû passer un test de détection de mensonges auparavant. Mais c'est de la folie. J'ai plus les mots, mais c'est fou. Il est dans un autre monde, vraiment. Mais c'est exactement ça. Il est vraiment dans un autre monde. L'interrogateur direct par l'accusation de David James. Attendez, c'est un psychopathe, ce mec, sérieux, il fait flipper, mais de fou. Il fait trop peur. Moi, je vous le dis, dans aucun monde. In none of this world. J'aurais pas pu témoigner en vrai. J'aurais eu trop peur. Contente d'être ma propre boss. Moi aussi. Allez, on continue. Du coup, David a témoigné d'une occasion. Il s'est rendu avec l'agent de sécurité de P. Diddy dans un restaurant pour chercher de la nourriture pour P. Diddy et le personnel. À leur arrivée, le garde aperçut Marion Suge Knight, le rival de P. Diddy. Ils s'approchaient de lui, ils échangent brièvement avant que le garde et James ne rentrent pour passer la commande. De retour chez P. Diddy et Cassie étaient dehors en train de se disputer. Cassie semblait avoir pleuré. P. Diddy a ordonné à James de le reconduire, lui et l'agent de sécurité, au restaurant pour chercher Knight, a déclaré James. Il est mis en prison parce qu'il est dangereux, c'est clair. Ah, ça c'est sûr. P. Diddy était assis à l'arrière, 3 armes de poing sur les genoux. What? Le chevalier, le Suge Knight était parti quand ils sont revenus au restaurant, a déclaré James. James a déclaré avoir été bouleversé par l'incident. C'était la première fois qu'il se sentait en danger en tant qu'assistant de P. Diddy. James a déclaré avoir donné sa démission peu après l'incident, proposant de rester chez Combs 6 mois supplémentaires pour former un remplaçant. Il a ensuite quitté l'entreprise de P. Diddy en mai 2009. Il faut vraiment le mettre hors d'état de nuire. Vraiment, en fait, il y a des gens, tu leur donnes le pouvoir, ça fait pas un bon mélange.
L'avocat de la défense Marc Anifilio a fait référence à des documents des réunions de David James avec le gouvernement, soulignant l'un d'eux où son récit de l'événement du Males Dinner s'est terminé avec son retour au domicile de P. Diddy. Il a déclaré que le gouvernement lui avait donné pour instruction de ne rien dire qui puisse l'incriminer. Le document indique également qu'à un moment donné, il leur a dit que certains des événements se sont déroulés à l'intérieur du restaurant, même s'il a témoigné aujourd'hui qu'ils se sont déroulés à l'extérieur du restaurant. Je pense que ces notes sont inexactes, a déclaré James. Il a maintenu que ses souvenirs de la majeure partie des événements est resté cohérent. Anifilio a demandé à James s'il avait pris la parole à un moment donné lorsque P. Diddy lui aurait dit de remonter dans la voiture pour retourner au Mel's Dinner ou lorsque P. Diddy était assis sur le siège arrière avec 3 armes. Respectueusement, monsieur, vous avez quelqu'un avec 3 armes à feu à proximité. Je ne pensais pas avoir la possibilité de dire quelque chose. Anifilio a également interrogé James sur ses conversations avec le procureur mardi matin, avant qu'il ne témoigne à nouveau, lui demandant si James était préparé à gérer l'incident du Melciner. James a déclaré qu'il avait mentionné le style... Quoi d'Anifilio, suscitant des rires. Quoi? Il s'est moqué de son style, suscitant des rires dans la salle d'audience. Comment ai-je fait demanda Anifilio en riant. Cohérent. Attendez, je vais retraduire en anglais. J'essaie de comprendre. J'ai pas compris. J'ai pas compris. J'ai des connaissances en chimie que t'as pas. L'avocat de la défense, Marc Anifilio, a demandé à David James s'il bénéficie de l'immunité pour son témoignage. James a déclaré qu'il n'était pas sûr des détails négociés par son avocat, mais qu'il pense avoir signé un accord de présentation, un type d'accord qui donne à une personne une certaine protection contre les poursuites. Lis en anglais. Vous voulez que je vous le lise en anglais? Il a dit... préparez-vous à l'anglais franglais. James said they mentioned Anifilio's style. Parce qu'il lui a demandé est-ce qu'il était préparé à handle it. À handle it. Bon, si vous parlez anglais, vous comprenez. En gros, genre James, il a dit ouais, mais en fait, P. Diddy, l'agent de sécurité et tout, ils ont dit ouais, ils vont le faire à la Anifilio. C'est ce que je comprends. Et en gros, Anifilio, donc l'avocat, il rigole et il dit comment je l'aurais fait. Et James il répond consistant, donc cohérent. C'est pour ça que je comprends pas en fait où ils vont. S'il était prêt à le gérer ou voilà. Je comprends pas tout. Bref, si vous avez compris, n'hésitez pas à me le dire quoi. Ou à l'accent, ouais, je sais. Ça fait longtemps que j'ai pas pratiqué. Hein. L'ancien assistant du coup a témoigné qu'avant de commencer à travailler pour P. Diddy, il était fan de Sean John, la ligne de vêtements de Combs. James a déclaré qu'il savait que P. Diddy était un homme d'affaires prospère et autodidacte ainsi qu'un brillant spécialiste du marketing. Je respecte simplement Monsieur Combs d'un point de vue commercial. C'est ce qu'on disait aussi hier quand on disait ouais pourquoi tu sais pourquoi ils sont pas tous partis etc. C'était quand même un homme d'affaires comme il dit prospère. Ça il y a des opportunités et tout ça. Tu sais que tu vas pas le changer. Bon ben tu continues à bosser avec lui, quoi. Pas compris, lol. Moi non plus, j'avais pas compris, c'est pas grave. Lors du contre-interrogatoire, David James, du coup l'ancien assistant, a été interrogé sur ses voyages avec P. Diddy. James a témoigné avoir beaucoup voyagé avec le mania de la musique, notamment à l'étranger. Aujourd'hui, l'avocat de la défense, Marc Anifilio, a demandé s'il s'agissait de voyages d'affaires ou de voyages personnels. James a répondu qu'il y avait une frontière subtile puisque la vie personnelle et la vie professionnelle de P. Diddy se confondaient. Il les a décrits comme des voyages d'affaires. Même en vacances, il travaille toujours, a déclaré James. L'avocat de la défense, Marc Anifilio, a suggéré à plusieurs reprises que David James avait fait laisser D-Rock, l'un des gardes de sécurité de Sean Combs, au restaurant, et qu'il était retourné avec P. Diddy pour le récupérer. James a nié cela à chaque fois, témoignant qu'il n'aurait pas été logique de le laisser là avec Suge Knight dehors, brandissant une arme. Lorsque P. Diddy sortait en public, les gens étaient presque en foule autour de lui, demandant des autographes et essayant de le rencontrer. L'avocat de la défense, Marc Anifilio, a demandé si P. Diddy avait tendance à être gracieux gracious in these situations. Je ne pense pas que gracieux soit un mot que j'utiliserai pour décrire Monsieur Combs, a répondu James. Il a d'humour, cet assistant. P. Diddy ne signait généralement pas d'autographes, a déclaré James. James a ajouté que souvent les membres de son équipe signaient des autographes pour les envoyer aux fans. Non, je veux que ce soit toi qui le signe, cousin, qu'est-ce que tu fais? Suge, ça se dit Soug. C'est vrai? Non, c'est Suge. Suge Knight. J'en sais rien. Vous connaissez mon accent, de toute façon. Meuf, je viens d'arriver, t'es tellement une frappe atomique. Mais arrêtez de me draguer, mais je vous en supplie. Arrêtez de me draguer. Je vais mettre ce t-shirt plus souvent. Non, merci beaucoup. Shug comme sugar. Ok. Allez, on recommence tout du début. Je rigole.
J'ai de l'humour. C'est de l'humour de femme. Allez, on continue. Donc, a témoigné généralement voyager. Donc, David James a témoigné qu'il voyageait généralement dans une deuxième voiture pour accompagner P. Diddy partout où il allait. James a déclaré qu'il y avait généralement une deuxième voiture voyageant avec P. Diddy pour des raisons de sécurité. Le personnel de sécurité de P. Diddy utilisait généralement une deuxième voiture à droite du véhicule transportant P. Diddy pour empêcher quiconque de s'arrêter sur lui et de potentiellement l'assassiner. David James, l'ancien assistant, est un témoin important de l'accusation pour sa capacité à raconter au jury à quoi ressemblait la vie de son cercle intime. Le cercle intime du mania de la musique, selon l'analyste juridique de CNN et avocat de la défense pénale Joe Jackson. Il vous emmenait dans l'entreprise, a déclaré Jackson. N'oubliez pas que les accusations globales sont liées au RICO. Quoi? Connu. La loi sur les organisations influencées par le racket et la corruption, connue sous le nom de RICO, est utilisée pour décrire 35 infractions, notamment l'enlèvement, le meurtre, la corruption, l'incendie criminel et l'extorsion. Les procureurs ont déclaré que P. Diddy dirigeait une entreprise criminelle de racket dans laquelle lui et certains membres de son entourage contraignaient des femmes à participer à des performances sexuelles sous l'effet de la drogue qu'il appelle freak-offs. Les procureurs cherchaient donc à identifier ces comportements répréhensibles non seulement pour salir P. Diddy, ce qu'ils ont fait efficacement, a déclaré Jackson, mais aussi pour aborder la question de la loi RICO. Il s'agissait d'un criminel à la tête d'une entreprise criminelle. James, assistant de Combs de 2007 à 2009, a également déclaré se souvenir d'une conversation avec l'ex-petite amie de Combs, Cassie Ventura, où elle aurait dit que ce mode de vie était complètement dingue et avoir dit qu'elle ne pouvait pas s'en échapper. Cela implique une contrainte, a déclaré Jackson. C'est la théorie du gouvernement, selon laquelle elle n'avait pas vraiment d'autre choix que de faire ce qu'elle faisait, ce qu'il affirme. La défense s'y oppose évidemment avec véhémence, et la nie. Pendant 4 jours la semaine dernière, Cassie a témoigné avoir subi des abus physiques et sexuels de la part de Combs et a détaillé comment il avait orchestré les freak-offs. Cassie a plaidé non coupable, P. Diddy a plaidé non coupable des accusations qui incluent complot de racket, trafic sexuel et transport pour se livrer à la prostitution. David James a témoigné qu'un des assistants de P. Diddy a dû se rendre à l'hôpital pour déshydratation après avoir travaillé avec P. Diddy pendant 24 heures d'affilée. C'est pas mal. C'est pas mal ou pas? C'est bien. On est loin de l'arc Franui, là. Il a déclaré que le travail était très exigeant, mais qu'il était préparé pour le moment et qu'il l'appréciait parfois. Il a témoigné qu'il y avait un dicton courant parmi les agents de sécurité de P. Diddy. Vous savez ce qui rime avec fatigué? Viré. Je serais parti, j'aurais pris mon sac et je serais parti. David James a témoigné que lorsqu'il achetait des articles personnels, notamment donc les préservatifs, le lubrifiant, il demandait à la sécurité de retirer de l'argent du sac de P. Diddy. James a déclaré qu'il avait reçu l'ordre de ne pas soumettre ces articles pour remboursement par l'intermédiaire de l'entreprise, car il s'agissait d'articles pour lesquels il ne voulait pas avoir de traces. L'avocat de la défense, Marc Anifilio, a demandé à James de confirmer que cela signifierait que l'entreprise n'avait pas payé ces articles. Je veux dire, oui, c'était tout son argent, répondit James. L'avocat de la défense oui, en fait, s'il il a payé avec son argent perso, ils peuvent pas prouver, je pense, l'entreprise criminelle. Après, quand même, la barrière, elle est floue, comme la vie personnelle et la vie professionnelle se mélangent un peu, quoi. L'avocat de la défense, Marc Anifilio, a donné suite au témoignage précédent de David James, selon lequel P. Diddy avait généralement un cavalier qui rapportait les articles préférés qui devraient être dans un endroit avant l'arrivée de P. Diddy. Anifilio a confirmé qu'un cavalier est courant pour une personnalité de haut niveau en voyage. Ils disent cavalier? Comment ils disent? A rider. Oui, ils disent cavalier, mais en anglais c'est rider. C'est plus stylé. James, qui était l'assistant de Combs, a convenu que le rider permettait à Combs d'avoir un environnement cohérent partout où il allait. Ok. Le ketchup Heinz, par exemple, était toujours sur la liste. Sponsor Heinz ou quoi? Un coursier, merci beaucoup, tu m'as donné le bon terme. Je vais pas dire cavalier, je vais dire coursier. Ok, donc P. Diddy adorait le ketchup Heinz. Le ketchup était un élément important dont il avait toujours besoin pour sa nourriture. Il s'agissait donc simplement de la cohérence, de créer un environnement cohérent où qu'il soit.
James a parlé d'autres articles qu'il préparait avant l'arrivée de P. Diddy, notamment vêtements, de trousses de toilette, trousses de médicaments, nourriture, boissons. Il a annoncé organiser une collecte d'à peu près 40 articles, principalement des soins pour la peau. James a témoigné hier qu'une partie de son travail consistait à préparer les chambres d'hôtel pour P. Diddy avec une liste d'articles et à rendre chaque environnement confortable. Il a également témoigné qu'il y avait une camaraderie parmi les personnels de Diddy qui disaient souvent que le label de disques de Combs Bad Boy Records était une famille. Hello, hello, le famoso. On est une famille ici. Voilà pourquoi c'est red flag. Hein, quand votre entreprise vous dit on est une famille ici, c'est red flag. Il faisait quoi avec du ketchup? I don't know. I don't want to know. Il a un palais de Doberman. À un moment donné, la maman de P. Diddy m'appelait son fils, a déclaré James, l'assistant de P. Diddy. Ok. Ah ouais, donc il était vraiment proche de lui, quoi. Mais il lui a quand même fait passer un test de détection de mensonge. Hein. Un big red flag, mais de ouf. James a confirmé qu'il ressentait un sentiment de mission en travaillant pour P. Diddy. L'avocat de la défense, Marc Anifilio, a demandé quelle était cette mission pour m'assurer qu'il était heureux et préparé pour la journée. L'avocat de la défense, Marc Anifilio, a demandé à James de confirmer qu'il n'avait jamais dit à P. Diddy, avant ou après... Quoi? Il n'avait jamais dit avoir procuré de la cocaïne à l'ami de P. Diddy alors qu'ils étaient sur un yacht à Saint-Tropez. Anifilio a suggéré que P. Diddy n'était pas du tout impliqué dans la situation et que James avait répondu à la demande parce qu'il le voulait. Ok. James a déclaré qu'il considérait cela comme une tâche professionnelle qu'il devait effectuer pour l'ami personnel de P. Diddy, mais a reconnu qu'il n'en avait pas parlé à son patron. Ok, donc en gros, il est parti chercher de la drogue pour l'ami de P. Diddy, mais P. Diddy lui a jamais demandé. Il l'a fait parce que pour lui, ça faisait partie de son travail. Ok. Lors du contre-interrogatoire de David James, P. Diddy a parlé d'une fois où il s'est disputé avec l'un des chefs de P. Diddy et de la façon dont P. Diddy l'a confronté sur ce sujet. Interrogé par l'avocat de la défense, James a reconnu qu'il y avait une altercation avec l'un des chefs de Combs à l'époque, une femme au domicile de P. Diddy à Star Island en Floride. James a témoigné avoir été contraint lorsque le chef a tenté de lui indiquer où P. Diddy devait se trouver. James a déclaré qu'il lui a attrapé les deux poignets, les a serrés et lui a dit de rester dans son couloir. L'altercation a été signalée aux ressources humaines de Bad Boy Entertainment et a finalement été rapportée à P. Diddy qui a confronté James et a témoigné l'ancien assistant de P. Diddy. Lorsqu'il a raconté à P. Diddy ce qui s'est passé, P. Diddy a dit « Tu ne peux pas mettre la main sur les femmes », a averti qu'il devait renvoyer James si cela se reproduisait, a témoigné James. P. Diddy lui a demandé d'écrire un mot à la chef et de lui offrir un cadeau, a déclaré Ok. James a obéi, il a fini par lui pardonner, a-t-il témoigné. Ok. Lors du témoignage, l'avocat de la défense, Marc Anifilio, est revenu sur le témoignage de David James selon lequel il avait entendu P. Diddy dire à un associé que Cassie était malléable et qu'il avait exactement là où je la voulais, elle est jeune. Il l'a menée là, exactement là où il la voulait, parce qu'elle est jeune. James a déclaré que cette conversation avait eu lieu très tôt dans la relation de P. Diddy et Cassie. Il a précisé que Kim Porter, la mère de plusieurs enfants de P. Diddy, avait récemment déménagé à Los Angeles et que P. Diddy y passait davantage de temps. L'avocat de la défense Marc Anifilio a terminé de contre-interroger David James, un assistant, l'assistant de P. Diddy. La procureure Christy Slavic est de retour pour un réinterrogatoire. Lors de l'interrogatoire complémentaire, David James a témoigné que Combs lui avait un jour demandé de signaler faussement à la police une altercation entre P. Diddy et le chef cuisinier du Mania de la musique de l'époque dans la maison de Combs à Alpine, dans le New Jersey. P. Diddy, m'a demandé de dire qu'elle, la chef, était l'agresseur et qu'elle avait frappé en premier, quoi. James a déclaré qu'il ne voulait pas faire de fausses déclarations à la police, alors il a parcouru le New Jersey pendant un certain temps. De retour à la maison, il a confié à P. Diddy qu'il était l'auteur de la déclaration. Il s'agissait de la même cuisinière, une femme avec laquelle James avait témoigné avoir lui-même eu une altercation en Floride. James a témoigné que P. Diddy lui avait dit « Tu ne peux pas toucher aux femmes » et l'avait prévenu qu'il serait obligé de le licencier si cela se reproduisait. James n'est plus à la barre. Le procès a été ajourné pour une pause de 10 minutes. Le jury revient maintenant et les procédures judiciaires reprennent. Les procureurs ont appelé Regina Ventura, la mère de Cassie Ventura, à la barre. La procureure Emily Johnson interroge Regina pour le compte du gouvernement. La procureure Emily Johnson a demandé à Regina Ventura d'identifier P. Diddy sur une photo et d'expliquer comment elle le connaissait.
Il est sorti avec ma fille, répond Regina. Regina a déclaré qu'il avait rencontré P. Diddy pour la première fois en 2006, lorsque sa fille Cassie avait signé avec le label de Comps, Bad Boy Records. Regina a déclaré que lorsque sa fille et P. Diddy ont commencé à sortir ensemble à New York, elle voyait sa fille environ 3 ou 4 fois par an. Lorsque Cassie a déménagé en Californie avec Comps, Regina a déclaré qu'elle la voyait moins fréquemment, généralement pendant les vacances. C'était beaucoup plus difficile de l'atteindre, a déclaré Regina. La mère de Cassie, Regina, qui témoigne tard ce matin, pourrait aider les procureurs à faire valoir que sa fille était contrainte et peut parler de l'état d'esprit de Cassie, a déclaré mardi Kate Bolduan de CNN, l'analyste juridique et avocat de la défense pénale Joey Jackson. Je pense qu'ils vont aborder les différences de comportement entre Cassie au début de sa relation avec P. Diddy et la relation continuée et terminée. Cela révèle si elle a été contrainte. Cela en dit long sur son véritable état d'esprit, a déclaré Jackson. Car cette question de la contrainte est un véritable champ de bataille. Soit vous étiez un monstre et vous avez agi en toute connaissance de cause, soit vous l'avez fait parce que vous y avez été forcé, pour ainsi dire. Les procureurs ont déclaré que P. Diddy dirigeait une entreprise criminelle et de racket dans laquelle lui et certains membres de son entourage contraignaient des femmes à participer à des performances sexuelles sous l'effet de la drogue, qu'ils appellent free-cuffs. Je me demande un truc, tous ceux qui dévoilent les secrets sombres de P. Diddy vont être protégés par l'État car l'autre fou serait capable de les faire tuer. Normalement, oui. Hein. Normalement, ils sont protégés. Hein. Surtout les fédéraux, et normalement, ils protègent. Vous en faites pas. Enfin, j'ai un peu peur pour eux, mais vous en faites pas. Du coup, Comps, pour rappel, a plaidé non coupable. Jackson a également déclaré que la mère de Cassie pourrait témoigner si sa fille partageait un jour ses sentiments avec elle après les incidents en tant que témoin de tollés récents. C'est une preuve admissible, ce n'est pas du oui-dire, cela soulève la question cruciale de son consentement, a déclaré Jackson. Du point de vue de la défense, c'est un cauchemar de contre-interroger une mère, a ajouté Jackson. Les procureurs ont également déclaré que Regina pouvait témoigner qu'en décembre 2011, Combs lui avait demandé de lui verser donc les $20 000. L'argent lui avait été restitué sans explication quelques jours plus tard. L'avocat de la défense, Marc Anifilio, a fait valoir qu'elle ne devrait pas être autorisée à dire cela devant le tribunal car cela pourrait être préjudiciable à P. Diddy. Mais le juge Arun Subramanian a déclaré qu'Anifilio pourrait s'opposer au témoignage lorsqu'il sera évoqué. Ok. Regina, la mère de Cassie, a témoigné que sa fille lui avait envoyé un email en décembre 2011 pour lui dire que P. Diddy menaçait de publier des sextapes explicites de Cassie. La pauvre, elle a dû le dire à sa mère, quoi. Cela semble concorder avec le témoignage antérieur de Cassie selon lequel P. Diddy aurait menacé en décembre 2011 lorsqu'il a appris qu'elle sortait avec Kid Cudi. Qu'il allait l'exposer avec les sextapes. Ok. Selon Regina, le courriel disait Sean, Puffy, Combs m'a menacé de diffuser 2 sextapes explicites de moi. Une le jour de Noël, peut-être avant ou juste après, et une. Putain, là c'est elle qui écrit à sa mère. Hein, et une autre peut-être après. Il a déclaré qu'il demanderait à quelqu'un de nous agresser physiquement, ainsi qu'à Scott Mescudi, du coup Kid Cudi. Il a bien précisé que ce ne serait pas de sa faute. Il a même dit qu'il serait à l'étranger au moment des faits. Et Regina, putain, elle a écrit ça à sa mère, quoi. Imaginez, tu sais, vous êtes une mère, et là, tu reçois ça de ta fille, c'est horrible. Regina a déclaré s'être ressentie physiquement malade à la lecture du courriel. Tu m'étonnes, le message a été envoyé sous le pseudonyme Veronica Beng, a précisé la mère. Le courriel a été également envoyé à l'un des employés de Combs, a déclaré Regina. Je n'ai pas compris grand-chose. Les sextapes m'ont déstabilisé. Je ne connaissais pas l'autre personne, mais je savais qu'il a essayé de faire du mal à ma fille. Pour rappel, voici ce que Cassie a déclaré la semaine dernière à propos de la menace. P. Diddy m'a parlé des vidéos qu'il avait et qu'il allait les publier et faire du mal à Scott et moi, a-t-elle dit. Ajoutant que les vidéos auxquelles il faisait référence étaient des performances sexuelles, du coup appelées freak-offs. Cassie a également témoigné que P. Diddy lui avait dit que la voiture de Kid Cudi exploserait dans son allée avant que cela ne se produise. Le comptable de P. Diddy a envoyé à Regina un email contenant les instructions de virement qu'elle a données, alors elle s'est rendue à la coopérative de crédit et a ensuite transféré l'argent de son compte et de celui de son mari vers le compte de Bad Boy. Regina a déclaré qu'elle l'avait fait parce qu'elle avait peur pour la sécurité de sa fille. Elle a déclaré qu'environ 4 ou 5 jours plus tard, l'argent avait été retourné sur son compte, mais qu'elle n'avait eu aucune communication avec Combs à ce sujet. J'imagine qu'il serait mis avec elle. Regina Ventura, la mère de Cassie, a déclaré que P. Diddy l'avait contactée à peu près au même moment
où Cassie lui avait dit que P. Diddy avait menacé de publier les vidéos sexuellement explicites d'elle. Regina a déclaré que Combs lui avait dit qu'il avait besoin de 20 000 dollars pour récupérer l'argent dépensé pour Cassie. Regina a ajouté que P. Diddy était en colère que sa fille soit désormais en couple avec Kid Cudi. Regina a déclaré qu'elle et son mari avaient contracté un prêt sur valeur domiciliaire pour obtenir les 20 000 dollars pour P. Diddy. Le jury voit maintenant des photos de Cassie et sa mère prises en décembre 2011, dans la maison de ses parents dans le Connecticut, après que P. Diddy l'aurait agressée physiquement. Regina a témoigné qu'elle avait pris les photos pour conserver les preuves. Elle avait des bleus et je voulais m'assurer que nous nous rappelions de tout ça, a déclaré Regina. Elle déclare également que sa fille lui avait dit à l'époque qu'elle avait été battue par P. Diddy. Ces photos ont été admises pour la première fois comme preuve lors du témoignage de Cassie. Regina a déclaré qu'en décembre 2011, sa fille lui avait parlé pour la première fois des relations physiques de P. Diddy avec elle. Regina a témoigné qu'une fois avant cela, où elle avait lu un article anonyme sur une célébrité agressée dans une voiture. Elle a dit avoir demandé à sa fille si c'était à son sujet, mais Cassie lui a répondu que c'était ni elle ni P. Diddy, a-t-elle ajouté. On se rappelle, elle avait dit la semaine dernière. La mère de Cassie doit avoir envie de le tuer. De ouf, putain, vraiment. C'est horrible de faire vivre. Tu fais En fait, c'est ça aussi quand, quand tu quand t'imposes de la violence à quelqu'un, tu l'imposes pas qu'à la personne. Tu l'imposes aussi à tout l'entourage, quoi. Même si le sujet des lives, du live est un peu dur, les lives m'aident beaucoup à faire passer mes soirées en ce moment difficiles. Pour moi, merci Pipa. Merci à toi d'être là. Bah écoute, si ça peut te faire changer les idées, même si effectivement le sujet est un peu dur, tant mieux. N'hésite pas à venir sur Twitch. On met de la musique, parce que sur YouTube, vous n'entendez pas la musique, et on danse des fois. Donc n'hésite pas. On continue. Regina, la mère de Cassie, a déclaré avoir rendu visite à Cassie et P. Diddy à Los Angeles en août 2016 pour les 30 ans de sa fille. Elle et P. Diddy ont eu une violente dispute devant l'immeuble de Cassie après que P. Diddy lui ait volé son téléphone. Regina a déclaré avoir appelé la police. Ils se disputaient à cause du téléphone, je voulais le récupérer et il le tenait, a-t-elle raconté. Un des agents de sécurité de P. Diddy se tenait entre eux, a-t-elle ajouté. Je criais, hurlais et j'essayais de le frapper. Ah mais voilà. Elle a essayé de le frapper, ajoutant qu'elle n'y était pas parvenue. Regina a déclaré que P. Diddy, la daronne de Cassie qui essaie de taper P. Diddy, mais quel enfer, a déclaré que P. Diddy lui avait finalement donné le téléphone, mais qu'il avait ensuite pris la voiture de Cassie. Ok, Regina, la mère de Cassie, n'est désormais plus à la barre des témoins. Les avocats de la défense ne l'ont pas contre-interrogée. Je n'ai pas de questions à vous poser, a déclaré l'avocat de P. Diddy, Marc Anifilio, après l'avoir salué. Sharai Hayes est désormais à la barre. Hayes, aujourd'hui âgé de 51 ans, a déclaré avoir travaillé comme danseur exotique masculin sous le nom de scène de The Punisher, de 2012 à 2016. Sharai Hayes a témoigné avoir rencontré P. Diddy et Cassie en automne 2012. Il a dit avoir reçu un appel de Cassie et qui lui a dit de l'appeler, qui lui a dit qu'elle s'appelait Janet. Elle a expliqué que c'était son anniversaire, que son mari lui avait proposé d'engager un danseur exotique pour l'occasion. Il a déclaré qu'il pensait qu'il avait trouvé grâce à son site web. Hayes a déclaré avoir rencontré P. Diddy et Cassie pour la première fois au Trump International Hotel de New York. Il a ajouté qu'il pensait s'y rendre pour offrir un striptease de 30 ou 45 minutes à un petit groupe. Hayes a continué à décrire sa première rencontre avec Diddy et P. Diddy et Cassie. À son arrivée, Cassie l'a accueillie en robe de chambre et il a cru qu'elle portait également une perruque. Il a témoigné qu'il ne l'avait pas reconnue sur le moment. Cassie l'a invité dans la suite et lui a expliqué qu'elle ne voulait pas qu'il danse. Elle lui a dit qu'elle et son mari aimaient créer des scènes coquines impliquant l'application d'huile pour bébé et que son mari finirait par venir les regarder, a témoigné Hayes. Paye ta reçoit. Cassie lui a dit d'ignorer son mari, a déclaré Hayes. On m'a expressément dit de ne pas prêter attention à son mari, d'éviter de le regarder, de ne rien communiquer, a-t-il témoigné. Après lui avoir expliqué la situation, Cassie lui a tendu une liasse de billets et lui a dit qu'il pouvait se changer en sous-vêtements ou en serviette de salle de bain. Il a compté 800 $ en espèces, puis s'est glissé dans une serviette, a-t-il dit. Témoignant davantage sur la première rencontre qu'il a eue avec Sean, Combs et Cassie, Hayes a déclaré qu'il avait suivi l'exemple de Cassie et imité ce qu'elle faisait. Hayes a déclaré que Cassie a commencé à se verser de l'huile pour bébé. Et il en a fait de même. Finalement, il a vu un homme entrer dans la pièce a-t-il témoigné. Hayes se souvient que P. Diddy parlait à Cassie en lui donnant des instructions subtiles, notamment des ajustements qu'il souhaite apporter à l'éclairage et à la façon
dont son corps était positionné. Hayes a déclaré qu'à la fin de la rencontre, Cassie l'a remercié et lui a remis 1200 $ supplémentaires. Hayes témoigne de sa première interaction du coup avec Cassie et P. Diddy. Et il a déclaré qu'il ne savait pas que l'homme dans la pièce était Sean Combs. À une autre occasion, alors qu'il rejoignait P. Diddy et Cassie dans un hôtel, Hayes a témoigné que les télévisions affichaient un message. Les Sex House souhaitent la bienvenue à monsieur Sean Combs. Hayes a déclaré qu'il était fan de Sean Combs et qu'il le suivait déjà sur les réseaux sociaux à l'époque. Après avoir vu le message télévisé, Hayes a reconnu Cassie. Ah, ok, donc la première rencontre, il n'avait pas capté que c'était eux, quoi. A reconnu Cassie à partir des photos de couple ensemble, a-t-il déclaré. Hayes a rejoint le couple pour le freak-offs, pour les freak-offs, environ 8 à 12 fois au total. Le jury a été libéré pour le déjeuner. L'escorte masculin Sharai Hayes continuera de témoigner après la pause. Ok, le juge est de retour sur le banc. Même si le jury n'a pas encore été convoqué, lorsque le jury reviendra, Sharai Hayes, un ancien danseur, continuera de témoigner. Sharai Hayes, un escorte qui a déclaré avoir été embauché par P. Diddy et Cassie, est de retour à la barre et témoigne de ses interactions avec eux. Il a dit qu'il les rencontrait plusieurs fois, plusieurs jours de suite, mais que ces moments étaient espacés de plusieurs mois. Hayes a déclaré qu'il les retrouvait toujours dans un hôtel de New York. Parfois, il les retrouvait à 2h30 et ne partait qu'après 11h. Hayes a déclaré qu'il recevait généralement un message de Cassie quelques heures à l'avance. Après les premiers freak-offs avec P. Diddy et Cassie, Hayes a déclaré qu'il avait compris qu'il avait été engagé pour créer une scène sexy qui pourrait ensuite dégénérer en une scène plus sexuelle. Il a dit qu'à chaque fois, Cassie et lui-même commençaient par appliquer de l'huile pour bébé, P. Diddy était toujours présent et il s'asseyait à distance, donnait des instructions à Cassie sur les angles, l'éclairage et parfois l'activité sexuelle. Mais qu'est-ce qu'il a avec les angles et l'éclairage? Qu'est-ce qui se passe? Selon Hayes, les rencontres ont duré environ 4 heures. Il a mentionné avoir été dirigé pendant les rencontres, après quoi 4 heures. Combs partait suivi de Cassie. Hayes a témoigné qu'un jour, alors qu'il avait des relations sexuelles avec Cassie, P. Diddy a jeté de l'argent sur le lit. Ce fut surprenant, a déclaré Hayes. Et Cassie a demandé à P. Diddy s'il allait bien. P. Diddy a répondu qu'il allait bien, a témoigné Hayes. Hayes a ensuite été payé avec cet argent. Il recevait généralement 1200 ou 2000 $ après une séance, mais a déclaré qu'il ne comprenait pas pourquoi les montants variaient à différents moments. Un procureur a demandé à l'escorte, Hayes, s'il savait si Cassie Ventura s'amusait pendant les rencontres à l'hôtel, au cours desquelles P. Diddy les observait, lui et Cassie. J'avais compris que nous étions en train de créer une scène sexy qui plairait à son partenaire. J'ai parfois observé un soupir, une grimace qui semblait être une frustration face à la fréquence des instructions de P. Diddy lors de ces rencontres. Mais quelle angoisse! Mais quelle angoisse! Tu peux pas ken tranquille. Fais ci, fais ça, éteins la lumière. Non, attends, mets plus, mets moins. Attends, pousse-toi, fais ça. Ah, frère, laisse-moi ken. C'est quoi ça? Je vous jure, c'est un truc de ouf. Didi voulait un porn grandeur nature rien qu'à lui. Je pense que c'est 100% ça. Hein. C'est de la folie. Je vous jure, c'est de la folie. On continue. Lors de ces rencontres, Cassie regardait généralement dans la direction de P. Diddy. Il ne l'a jamais entendu refuser une seule des instructions que P. Diddy donnait, a-t-il ajouté. Hayes a déclaré que son dernier freak-offs avec Cassie et P. Diddy avait eu lieu en 2016. Il a déclaré qu'il n'avait pas réussi à se produire, c'est-à-dire, il a failed the performance et il n'avait jamais été rappelé. P. Diddy n'a pas réussi à se pignouf apparemment. Avant de partir, Cassie a payé Hayes et l'a remercié pour avoir été discret et avoir respecté leur vie privée dans le cadre de nos interactions, a-t-il témoigné. Putain, Cassie... Hayes a déclaré n'avoir jamais consommé de drogue avec Cassie et P. Diddy. Il lui proposait parfois de l'alcool ou de la marijuana, a-t-il ajouté. Hayes a également déclaré qu'il n'avait jamais vu P. Diddy prendre de la drogue et que P. Diddy n'avait jamais semblé être en état d'ébriété lors de ses rencontres. Bah oui, il fallait juste droguer la petite Cassie. Hein, voilà, c'est tout. Hayes a décrit l'inconfort d'une situation sexuelle en présence du partenaire d'une femme. Il a expliqué avoir essayé de prendre des médicaments pour améliorer ses performances. Tu m'étonnes, 4 heures, frère. Ça va pas ou quoi? L'avocat de la défense Xavier Donaldson interroge désormais Hayes lors d'un contre-interrogatoire. Donaldson a demandé comment allait Hayes. Plutôt bien, étonnamment, a répondu Hayes. Interrogé par l'avocat, Hayes a reconnu qu'à l'époque, il pensait être la seule personne avec laquelle Cassie avait des relations sexuelles de cette manière et se sentait spécial.
Lorsque l'avocat a suggéré que Hayes avait développé des sentiments pour Cassie, Hayes a dit que ce n'était pas vrai. L'avocat a fait référence à des documents provenant d'une réunion de Hayes avec les procureurs où il leur a dit qu'il avait commencé à développer des sentiments pour Cassie. Cela a peut-être été sorti de son contexte car ce n'était pas le cas, a déclaré Hayes. Hayes a déclaré ne jamais s'être considéré comme un ami personnel de Cassie. Ils ne se sont jamais adressé la parole en privé, hormis quelques brèves plaisanteries avant une séance de freak-offs. Lors du contre-interrogatoire de la défense, l'escorte Hayes a été interrogée pour savoir si Cassie semblait parfois mal à l'aise lors de leur rencontre à l'hôtel. Je n'ai pas perçu le moindre signe d'inconfort face à ce qui se passait. Il semblait que cela avait été consenti, en ce qui me concerne. Hayes a déclaré qu'en tant que danseur expérimenté, il examine toujours une pièce pour s'assurer que les personnes devant lesquelles il se produit soient à l'aise. Hayes a déclaré que lorsque ses rencontres avec Cassie et P. Diddy lors de ces rencontres, il n'a jamais observé de tournage ni de violence. Il a déclaré que la marijuana était la seule drogue qu'il avait vue pendant son séjour chez P. Diddy et Cassie. Il a déclaré que Cassie ne semblait jamais sous l'influence de drogue lorsqu'il l'a vue. L'avocat de la défense a terminé le contre-interrogatoire de Sharai Hayes, la procureure adjointe. Meredith Foster est de retour pour un contre-interrogatoire. Le témoignage de l'escorte masculin est terminé. Gérard Gannon, agent spécial du département des enquêtes de la sécurité intérieure. Waouh, c'est très sérieux d'un coup. Et actuellement à la barre, il est le 10e témoin cité par l'accusation. Ça commence à faire beaucoup de témoins là. Gannon est basé à Miami. Il fait actuellement partie du groupe de sécurité nationale du HSI, mais il a auparavant travaillé avec son groupe de lutte contre les traites des êtres humains. Nota bene, les enquêtes de sécurité intérieure ont perquisitionné les domiciles de P. Diddy à Los Angeles et Miami Beach en mars 2024. Le HSI a arrêté P. Diddy en septembre à New York. L'agent spécial Gannon a déclaré qu'il était l'agent spécial en charge sur les terrains de la perquisition du domicile de Sean Combs à Miami. Donc c'est lui qui a géré ça. Le 25 mars 2024, Gannon a déclaré que les recherches avaient été confiées à son unité parce qu'elle était liée à une enquête sur les traites des êtres humains. Entre 80 et 90 agents de force spéciale ont participé aux recherches en raison de la taille de la propriété, a-t-il précisé. La maison d'une superficie d'environ 1800 m², ça va, on se fait pas chier, comprend une résidence principale et une maison d'amis, a précisé Gannon. Selon l'agent spécial, les recherches ont nécessité l'intervention de l'équipe intervention spéciale pour assurer la sécurité de la propriété. Environ 25 membres de l'équipe ont pu pénétrer dans la propriété et l'évacuer afin de garantir la sécurité du site et de lancer les recherches. Il était prêt à affronter les agents de sécurité armés. Putain, P. Diddy, il avait des agents de sécurité armés quand même. Gannon a témoigné que certains agents étaient positionnés sur des bateaux pour potentiellement intercepter toute personne essayant de quitter la propriété via l'accès direct à l'eau. Waouh! Les recherches ont débuté après 15 heures ce jour-là. Habituellement, les mandats de perquisition sont exécutés tôt le matin, vers 6 heures, mais ils ont attendu le départ de P. Diddy, a déclaré Gannon. Les forces de l'ordre ont compris que P. Diddy devrait partir en voyage avec sa famille. Le jury a vu une photo de la porte d'entrée de la maison de Sean Combs à Miami Beach qui était cassée. Les agents ont utilisé leur véhicule pour franchir le portail et entrer dans la propriété, a témoigné Gérard Gannon, un agent spécial des enquêtes sur la sécurité intérieure. Il a déclaré qu'il s'agissait d'une pratique courante lors de l'exécution d'un mandat de perquisition car c'était l'option la plus rapide et la plus sûre pour pouvoir accéder à la propriété. Ils ont tout cassé. Voilà. Alors que le 7e jour du procès fédéral de P. Diddy se poursuit, l'avocat de la défense pénale et ancien procureur Marc O'Mara dit qu'il s'attend à ce que les procureurs fédéraux commencent à démontrer que P. Diddy était le marionnettiste derrière les performances sexuelles alimentées par la drogue qu'il a appelée freak-offs. Ce que l'accusation doit présenter, et il commence assez lentement à mon avis, c'est de s'attaquer au trafic sexuel, d'atteindre le contrôle des gens, qu'il s'agissait des escortes, des travailleuses du sexe et bien sûr de Cassie Ventura, a déclaré O'Mara à CNN. S'ils ne se rendent pas coupables de trafic sexuel, ils n'obtiendront pas de condamnation, a-t-il ajouté. Il devrait probablement tourner la page et commencer à associer son contrôle sur d'autres personnes. Hayes, qui avait déclaré avoir été embauché à l'époque, a témoigné que P. Diddy ne semblait jamais être en état d'ébriété. L'accusation tente ainsi de devancer que l'argumentaire de la défense, selon lequel Combs était un gâchis. Je pense que l'accusation était de dire non, il savait exactement ce qu'il faisait. Il était en fait le marionnettiste de tout ce qui se passait autour de lui. L'essentiel de leur accusation, c'est Racket, ce qu'il avait planifié
tout cela, il avait tout orchestré, a déclaré O'Mara. Bien que nous ayons des éléments de preuve avec le témoignage de Mademoiselle Ventura, Madame Ventura, et peut-être avec celui de la travailleuse du sexe, nous n'avons pas encore de véritable intention criminelle. Il faut qu'ils y parviennent. Ils veulent que le jury dise c'est un trafiquant sexuel. Le jury a vu des photos d'objets trouvés dans un placard de la chambre principale de P. Diddy à Miami Beach. Les forces de l'ordre ont perquisitionné la maison en 2024. L'agent spécial Gérard Gannon a témoigné que les agents avaient trouvé des talons hauts compensés, des sextoys, de l'huile pour bébé, du lubrifiant intime et de la lingerie dans le placard. Ils ont également découvert des boîtiers supérieurs et inférieurs d'AR-15 qui font partie des armes, a précisé Gannon. Gannon a déclaré que les équipes n'avaient pas été en mesure de déterminer le fabricant de l'un des fusils AR-15 récupérés dans le placard. Genre, ils ont trouvé un fusil et ils savaient pas qui l'avait fabriqué, quoi. Normalement, il y a une législation pour ça, non? Assis à la barre des témoins, l'agent spécial brandit un sac contenant les carcasses de l'AR-15. Il enfile des gants en caoutchouc et présente l'une des carcasses au jury. Il explique que des attaches autobloquantes maintenaient l'arme en place, empêchant ainsi tout tir. Les agents ont découvert 2 chargeurs de balles ainsi que 2 récepteurs inférieurs dans le placard, a témoigné Gannon. Le jury a pu voir des photos des objets, notamment des gros plans de leur numéro de série rayés. Il est beaucoup plus difficile, voire impossible, de déterminer le propriétaire d'une arme à feu sans numéro de série. Gannon tenait un sac de preuves contenant les récepteurs de l'AR-15 alors qu'il était à la barre des témoins. Gannon a témoigné que les AR-15 récupérés dans le placard de Sean Combs auraient pu être utilisés comme des fusils entièrement automatiques à un moment donné, mais le levier de sélection de sécurité a été réglé sur semi-automatique lorsque HSI les a récupérés. En règle générale, les AR-15 fabriqués comme armes semi-automatiques ne disposent pas d'un indicateur entièrement automatique comme celui-ci. Putain, il avait un joujou très spécial, dis donc. Un joujou bien spécial. Sympa la baraque, pleine de trésors, de ouf. Hein, on se faisait pas chier, hein, chez P. Diddy. Gérard Gannon, donc l'agent spécial, a montré au jury une autre photo d'objets trouvés dans l'un des placards de la chambre principale de P. Diddy, montrant cette fois-ci de la lingerie et plusieurs boîtes de talons hautes à plateforme. Mais peut-être que c'est lui qui les portait. Qui sait? Il brandit un sac de preuves contenant des chaussures à talons récupérées dans le placard. Les forces de l'ordre ont perquisitionné le domicile en mars 2024. Le juge Arun Subramanian a dissous le jury pour la journée en leur demandant de revenir demain, 9h, heure de l'Ouest, lorsque Gérard Gannon, l'agent spécial de Homeland Security Investigation, HSI, continuera de témoigner lors de l'interrogatoire direct. Kid Cudi, également connu sous le nom... Scott Mescudi, également connu sous le nom de Kid Cudi, qui a eu une brève relation avec Cassie en 2011, devrait témoigner dans ce procès, a déclaré la procureure Maureen Comey. On ne sait pas encore exactement quand il témoignera. Gannon, un agent spécial des enquêtes sur la sécurité intérieure qui a commencé à témoigner aujourd'hui, reprendra son témoignage demain. Après Gannon, le prochain témoin sera la psychologue clinicienne Dawn Hughes, puis George Kaplan, a précisé Comey. Kaplan était un employé qui avait démissionné après avoir été témoin de violences physiques, avait précédemment témoigné Cassie. Mescudi témoignera après Kaplan, mais cela pourrait ne pas avoir lieu avant jeudi matin. Ok, donc là dans la semaine, Kid Cudi va témoigner. Rappelez-vous, Cassie a témoigné la semaine dernière que P. Diddy était furieux lorsqu'il avait appris qu'elle sortait avec Kid Cudi en 2011. Kid Cudi, il est méconnaissable, il a grave pris du poids. Ah ouais? Attendez, ça fait longtemps que je l'ai pas vu. Il était beau gosse quand même. Hein. Il était beau gosse. Mais ça y est, il fait plus de musique, lui. Enfin, ça fait longtemps en tout cas que... Day and night. It's night. C'est ça les paroles. Bon, je trouve pas de photo de lui. Attendez, je regarde si on a bien fini. Tac, tac. Je crois qu'on a fini. Hein. Ouais, je crois qu'on a fini. Ok. Il est resté producteur, mais il chante plus. Ok. Oh non, pas Hugues. Celle qui a parlé au procès de Amber Heard. Ah, je sais pas du tout si c'est qui, j'ai pas la ref. Elle s'appelle comment? Enfin, son prénom, j'ai oublié. Dawn Hughes, c'est qui? J'avais pas du tout suivi le procès de Amber Heard.
Ah, c'est une psychologue. Ah, c'est une psychologue. Mais non, d'où ça sort? C'est vrai que j'avais pas du tout suivi à l'époque. J'étais jeune. Enfin, j'étais jeune. Je faisais mes études. Voilà. J'étais studieuse. J'ai pas suivi ce qui se passait. Cassie, elle avait du courage de vivre dans cet environnement d'armes et de violence de ouf. Hein. C'est quelle vie, quelle vie de merde en vrai. En vrai, je préfère ma petite vie et tout. Là, je suis sur Twitch et tout. Je suis bien. Hein. Elle est bien, ma vie. Je vous jure, on est là, on se plaint. Regardez comment on est bien. Est-ce qu'on voit des AR-15, des fusils semi-automatiques? Non, on est tranquille chez nous. On est bien. Tout va bien. Ah bon, pourtant, ça avait fait la une. Ah oui, oui, je sais. C'est juste que, moi, quand je veux pas savoir quelque chose, enfin, je veux pas savoir quelque chose. Quand je veux pas m'intéresser aux infos, j'ai la capacité tu sais, de tout mettre dans un côté et de pas y accéder du tout. Hein. Vraiment, moi, je me rappelle à cette époque-là. C'était quand? C'était en 2022? C'était en 2022 le procès de Amber Heard et Johnny? Je faisais pas du tout mes études. Qu'est-ce que je raconte? Mais qu'est-ce que je dis? Attends, mais je confonds? Oui. 2022, je faisais quoi? Ah, je crois que j'étais en dépression. Ouais. Je crois que j'étais en déprime et tout. Je savais pas quoi faire de ma life. Voilà, j'étais un peu en mode, ouais, pourquoi je me suis mariée? Tu sais, j'étais dans cette méta-là, tu vois ce que je veux dire? Donc, tu vois, j'avais des problèmes. Donc, je pouvais pas m'intéresser aux problèmes de autrui. Tu vois, c'est laquelle? Ah, quel bonheur! Oh, quel bonheur! Moi, je pense à sa mère. À la mère de qui? De Cassie? Incroyable, n'empêche qu'il la fasse témoigner. Je pensais pas qu'il la ferait témoigner. Mais bon, c'est les fédéraux. Ils t'appellent, tu y vas. Tu poses pas de questions. Mais tu donnes des réponses. Tu as fait une dep, j'ai eu des épisodes où je savais plus trop qui j'étais. Où j'étais plus trop heureuse, on va dire ça comme ça. Enfin, heureuse. La vie est une succession de hauts et de bas. Je l'ai bien compris. Mariée aussi, mais quelle idée. J'ai fait n'importe quoi. Mais d'où ça sort? Mais qui se marie encore en Big 2025, quoi?